Merci beaucoup, docteur Hadi. Masrina Chbik, donc on va vous retenir aussi pour nous présenter le cas de la pancréatite aiguë nécrosante révélant une hyperparathyroïdie primaire à propos d'un cas, toujours le service d'endocrinologie de Rabat. On va enchaîner notre discussion par un cas de pancréatite aiguë nécrosante révélant une hyperparathyroïdie primaire. L'hyperparathyroïdie primaire est rarement associée à la survenue d'une pancréatite aiguë ou chronique. Leur association reste controversée avec une fréquence variable de 0,73 à 4,7%. L'hypercalcémie semble jouer un rôle majeur dans la pathogénèse de la pancréatite aiguë, mais il faut savoir qu'il existe d'autres mécanismes qui peuvent y être impliqués. La pancréatite aiguë est exceptionnellement le mode révélateur de l'hyperparathyroïdie primaire, comme rapporté dans notre observation. Notre patiente est âgée de 55 ans. Elle n'a pas d'antécédents pathologiques notables. Elle est admise aux urgences dans un tableau digestif aigu, fait d'épigastralgie transfixiante et de vomissements incoercibles. À l'examen clinique, le signe de Murphy était négatif. Nous avons complété par le dosage de la lipasémie qui était à 41 fois la normale et par la TDM abdominale qui a posé le diagnostic de la pancréatite aiguë stade E alithiasique devant l'aspect hétérogène du pancréas qui est siège de zones hypodenses qui sont les coulées de nécrose et de zones de connexion péripancréatique. La patiente a été prise en charge en urgence avec restriction alimentaire, perfusion de solutés hydroélectrolytiques et dentalgiques. Dans le cadre de l'enquête étiologique, nous avons d'abord éliminé les principales causes de la pancréatite aiguë qui sont la lithiase biliaire devant l'examen clinique et radiologique qui était sans particularité. Ensuite, l'origine alcoolique, vu que la patiente n'a pas d'antécédent d'éthylisme. Et dans le cadre de l'origine métabolique, la dyslipidémie était écartée devant un bilan lipidique strictement normal, alors que nous avons retenu un trouble du métabolisme phosphocalcique représenté par l'hypercalcémie hypercalciurique et l'hyperparathormonémie à presque 2 fois la normale. Après disparition de la symptomatologie digestive, la patiente nous a été transférée pour complément de prise en charge. Dans le cadre de bilan de localisation, nous avons réalisé une échographie cervicale qui a montré un nodule parathyroïdien postéro-inférieur droit de 14,3 x 3,7 mm. La scintigraphie au systamidine n'a pas été réalisée vu la non-disponibilité du traceur. Nous avons donc complété par une TDM cervicale qui a montré le nodule parathyroïdien adossé à la paroi postéro-inférieur droit du lobe thyroïdien sur une coupe scannographique transversale et bien sûr sagittale. Et dans le cadre du retentissement de l'hypercalcémie chronique, le bilan cardiaque, du même que le bilan rénal, était strictement normal, avec absence de visualisation de lithiase sur l'échographie rénale, alors que notre patiente présentait une ostéopénie lombaire, sachant qu'elle a une hypovitaminose D. Nous n'avons pas réalisé de bilan de néoplasie endocrinienne multiple, vu que l'âge de la patiente dépassait les 40 ans, et vu l'absence d'atteinte familiale. Pour la prise en charge, nous avons commencé d'abord par la correction de l'hypercalcémie, ensuite l'hypovitaminose D, puis la patiente a été adressée en chirurgie pour adénomectomie mini-invasive. Les suites post-opératoires étaient simples, et avec à l'examen anatomopathologique, un adénome parathyroïdien. L'évolution clinico-biologique était bonne, avec normalisation de la calcémie et de la PTH à partir du premier jour post-opératoire. La pancréatite aiguë nécrosante est une infection grave dont le taux de mortalité reste élevé. Ses principales étiologies sont dominées par l'alcool et les calculs biliaires, mais il existe d'autres causes qui sont plus rares, à savoir les causes médicamenteuses, génétiques, malformatives, tumorales, métaboliques et j'en passe. La pancréatite aiguë secondaire à l'hyperparathyroïdie a été décrite pour la première fois en 1957 par Kopp et al. C'est une association rare. 60 à 70% des patients présentant une pancréatite aiguë secondaire à l'hyperparathyroïdie sont des hommes
Il s'agit le plus souvent d'un adénome parathyroïdien. L'hyperplasie peut se voir dans 12 à 21% des cas, alors que le carcinome parathyroïdien reste exceptionnel. Au cours des années 1950, l'hyperparathyroïdie était considérée secondaire à la pancréatite. En effet, l'hypersécrétion de glucagon entraîne une hypocalcémie à l'origine d'une hyperplasie parathyroïdienne réactionnelle et donc de l'hyperparathyroïdie. Actuellement, la pancréatite est considérée comme conséquence et non pas cause de l'hyperparathyroïdie. Cette association n'est pas fortuite. Elle n'est pas liée à l'hyperparathyroïdie en elle-même, et ni le taux de la PTH ni la taille de l'adénome ne sont des facteurs prédicteurs de la pancréatite aiguë. Ils sont plutôt liés à l'hypercalcémie, qui est l'élément le plus important dans le développement d'une pancréatite aiguë. Dans ce sens, 3 mécanismes physiopathologiques ont été suggérés. La première hypothèse, c'est en rapport avec l'hypercalcémie qui entraîne une coagulation intraveineuse disséminée locale à l'origine de lésions nécrosantes hémorragiques et donc le développement d'une pancréatite. La deuxième hypothèse suggère que l'hypercalcémie entraîne une augmentation de la concentration du calcium ionisé dans le sucre pancréatique qui va se précipiter en milieu alcalin et former des lithiases qui vont être enclavées dans les canaux hépatobiliaires et donc entraîner pancréatobiliaire et entraîner le développement d'une pancréatite. La troisième hypothèse suggère toujours que l'hypercalcémie entraîne une augmentation de la concentration du calcium ionisé dans le sucre pancréatique et sa précipitation dans ce milieu alcalin, ce qui est accompagné par la transformation du trypsinogène inactif en trypsine active, accompagné par l'autodigestion de la glande et donc par la pancréatite. Il faut savoir qu'il y a d'autres mutations génétiques qui peuvent favoriser l'apparition d'une pancréatite aiguë, surtout en présence d'un facteur favorisant, qui est l'hypercalcémie. Le diagnostic positif de la pancréatite aiguë secondaire à l'hyperparathyroïdie primaire est le même que de la pancréatite aiguë, quelle que soit sa cause, et le diagnostic de l'hyperparathyroïdie primaire est bien connu, donc je ne vais pas y revenir. Le traitement repose d'abord sur la gestion de la pancréatite aiguë qui peut être fatale. Ensuite, la correction de l'hypercalcémie par la réhydratation, parfois on a recours au biphosphonate. Ensuite, la chirurgie parathyroïdienne, et dans ce cas, on distingue deux techniques. La chirurgie conventionnelle, qui se fait sous anesthésie générale et qui permet d'explorer les 4 glandes parathyroïdes. La résection se fait selon l'aspect macroscopique. L'avantage de cette technique, c'est qu'il ne nécessite pas obligatoirement un bilan de localisation préopératoire. La chirurgie mini-invasive, elle est de plus en plus utilisée, surtout chez les patients présentant des contre-indications à l'anesthésie, et vu la qualité de la cicatrice après la chirurgie, elle est indiquée en cas d'adénome parathyroïdien unique bien repéré en préopératoire par 2 bilans de localisation. Cependant, elle ne peut pas être réalisée chez les patients qui ont des antécédents de chirurgie thyroïdienne ou devant la suspicion d'une néoplasie endocrinienne multiple. Après la chirurgie, la guérison de l'hyperparathyroïdie primaire est de 95 à 99%, avec pratiquement pas de récidive de la pancréatite aiguë. En conclusion, la pancréatite aiguë peut être révélatrice d'une hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie primaire est une cause curable de la pancréatite aiguë grâce à la chirurgie. Il convient donc de rechercher systématiquement une hyperparathyroïdie primaire par le simple dosage de la calcémie devant toute pancréatite aiguë alithiasique. Je vous remercie. On peut passer à la discussion de ces communications déjà présentées. Est-ce que vous avez des questions à poser aux communicantes? Oui, pour les 3 communications qui ont été présentées. Oui. Concernant la troisième communication, c'est la pancréatite aiguë secondaire ou l'hyperparathyroïdie. Alors, pour votre cas clinique, s'agit-il d'une hyperparathyroïdie primaire ou d'une hyperparathyroïdie tertiaire secondaire et carence en vitamine D?
Alors, si dans le cas, l'aspect anatomopathologique, est-ce qu'il avait révélé un état d'hyperplasie qui pourrait expliquer qu'il s'agit d'une carence? Parce que dans ce cadre-là, s'il s'agit d'une hyperparathyroïdie antitertiaire, c'est un malade qui sera à surveiller d'une manière très stricte afin de tester une hypercalcémie qui surgit. Merci pour votre question. D'abord, l'examen anatomopathologique a bien noté qu'il s'agit d'un adénoparathyroïdien et non pas d'une hyperplasie parathyroïdienne. Deuxièmement, nous avons dosé la vitamine D afin de substituer la patiente en préopératoire pour éviter le syndrome de Henry-Bonne syndrome. Donc c'était ça. Et nous avons retenu l'hyperparathyroïdie primaire devant l'hyperparathyroïdie biologique et la présence d'un adénoparathyroïdien sur 2 bilans qui sont l'échographie et la TDR. Il n'y a pas d'hyperplasie, c'était un adénome, Mais il n'a pas de c'est l'aspect anatomopathologique qui est perdu. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur l'aspect C'était bien clair, c'était un adénoparathyroïdie. C'est une hyperparathyroïdie secondaire. Parce que dans notre expérience, on a pu retrouver des carences en vitamine D avec un pH correct et un authentique adénoparathyroïdien qu'on n'arrive pas à expliquer sur l'aspect échographique. Et vous avez trouvé une hyperplasie? Vous avez trouvé une Non, c'est hyperplasie? pas une hyperplasie. On trouve un adénoparathyroïdien avec une pH qui est tout à fait correct, une carence en vitamine D, et qu'on n'arrive pas à expliquer cet adénoparathyroïdien. Avec une PTH tout à fait. Là, c'est une PTH qui est légèrement élevée. Ça fait une hyperparathyroïdie secondaire, une carence en vitamine D, avec un adénoparathyroïdien authentique. La carence de la vitamine D, Mais on avait une hypercalcémie. C'était une hypercalcémie. c'est l'évolution qui va trancher. C'est des malades qu'il faudra surveiller d'une manière beaucoup plus stricte. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai présenté que Ils ont éliminé d'emblée l'hyperparathyroïdien. J'ai une question pour la première oratrice, Dr Yao, à propos des aspects épidémiologiques des thyroïdites. Donc, dans les cas de thyroïdite qui étaient auto-immunes, est-ce que vous avez rencontré des associations avec d'autres maladies auto-immunes? Non, nous n'avons pas rencontré d'association avec d'autres maladies auto-immunes. Voilà. Le seul cas que nous avons rencontré, c'est l'association thyroïdite de Hashimoto, un cas de Calais. C'est le seul que nous avons rencontré.